J'y vais donc. Oui, mais je crois qu'on peut y aller si tu veux. Donc, alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 5e déjeuner jeunes chercheurs, jeunes chercheuses du LabEx Futur Urbain. Je suis Roberta Morelli, pour ceux qui ne me connaissent pas, et co-responsable scientifique du LabEx Futur Urbain, donc avec Loïc Badelorge et Vino Tassin. Donc, au nom de la direction du LabEx, j'ai le plaisir d'introduire cette séance et donc d'accueillir Marion Philippe aujourd'hui autour de la présentation Les périurbains, Eldorado des loisirs sportifs, imaginaire et aménagement de l'après-guerre et à l'après-Covid. Donc, avant de lui passer la parole, donc Marion Philippe, je présente en quelques mots, mais Nassima pourra compléter cette présentation. Donc, Marion Philippe est docteur et ATR à l'UFR STAPS de l'Université Gustave Eiffel. Elle travaille au laboratoire ACP et elle travaille avec les groupes transversales du LabEx Futur Urbain, Ville, Tourisme, Transport et Territoire. Donc, je souhaite, avant de lui passer la parole, je disais remercier aussi Nassima Baron, professeur de géographie à l'Université Gustave Eiffel, donc, et responsable du groupe transversal du même groupe, donc VTT, et aussi Gwendal Simon, maître de conférences en aménagement et urbanisme également à l'Université Gustave Eiffel et également impliqué dans les groupes transversales Ville, Tourisme, Transport et Territoire du LabEx Futur Urbain. Donc, je vous remercie tous, ceux qui sont là aujourd'hui avec nous. Et donc, avant de passer la parole, peut-être un petit mot donc, pour rappeler qu'en 2019, le LabEx avait consacré une école d'été au sujet des périurbains. Donc, il y a des documents qui ont été produits à l'occasion de cette école d'été dans le site internet du LabEx. Donc, je remercie tout le monde, je disais, et je passe la parole à Anna Sima qui pourra présenter et compléter cette présentation rapide de Marion Philippe et ensuite à Gwendal Simon qui pourra nous permettre de modérer la séance. Merci beaucoup et bon séminaire à tous. Merci beaucoup, Roberta. Bonjour à tous et à toutes. Comme pour les autres déjeuners, mon rôle doit être avant tout synthétique et bref, car l'essentiel est évidemment de laisser la place à Marion pour développer son activité de jeune chercheur au sein du groupe. Donc, je me contenterai de positionner son travail au sein de l'activité de notre groupe et puis peut-être d'ouvrir quelques thématiques, mais pour rester dans le cadre du groupe, sur les contenus de discussion, c'est Gwendal qui s'en chargera très largement. Donc, ce groupe, voilà, j'ai eu le plaisir de le fonder. Il y a un petit peu plus que 10 ans, le LabEx a 10 ans, Futurs Urbains, mais nous avons commencé à structurer les activités et les membres 2 ans, 18 mois avant la création du LabEx, car il y avait dans une logique de campus et dans une logique interdisciplinaire, car nous souhaitions associer les termes qui sont au croisement donc, du titre de ce groupe, des enjeux urbains et des enjeux évidemment métropolitains, donc l'urbain englobe le périurbain, des enjeux liés au tourisme et aux loisirs, dans sa dimension d'équipement, de grands équipements. Bon, il y a la présence de Disney qui a toujours été importante sur le territoire et importante dans les liens avec le développement de notre université historiquement. Et puis les mobilités, les transports, les circulations à différentes échelles, selon différents types de modes, parce que voilà, le développement de l'approche sociologique ou de l'approche de ces questions tourisme, territoire dans le champ des sciences sociales, quelqu'un comme John Ury, par exemple, est un bon exemple, Lancaster, est un bon exemple de chercheur qui a finalement articulé de manière très intéressante les questions un peu classiques de développement touristique, de destination touristique qu'on développait dans les années 80-90, avec un travail beaucoup plus décloisonné sur les mobilités à toutes les échelles et en fonction évidemment de leurs objectifs et de leur manière de façonner l'espace. Donc c'est bien dans cette dynamique scientifique que nous trouvons ce groupe VTT. Le travail de Marion Philippe s'inscrit dans un axe qui est un axe important dans notre groupe aujourd'hui et qui est autour du tourisme dans les territoires populaires, qui fait pendant à un autre axe avec lequel il a beaucoup aussi à voir, et d'ailleurs Marion appartient aux deux, qui est plutôt celui qui réfléchit à la multifonctionnalité des espaces, des équipements, des lieux touristiques. Et le périurbain est bien peut-être aussi un contexte dans lequel on peut réfléchir à cette multifonctionnalité. D'autant plus j'allais dire
dans la logique, dans l'actualité qui est celle d'une grande transformation de ces pratiques de déplacement liées à la pandémie. Avant ces deux axes, tourisme dans les territoires populaires et tourisme multifonctionnalité et effet du Covid, ce groupe a aussi ouvert en 10 ans, 12 ans, un certain nombre de thématiques. Une thématique sur la coprésence entre les touristes et les habitants a été importante et Gwendal a coécrit un ouvrage sur cette thématique avec Marie Delaplace, une autre personne qui est co-responsable du groupe et qui est très active dans le groupe. Mais nous avons aussi travaillé sur les grands projets, les grands équipements. Vous connaissez notre investissement autour des Jeux Olympiques, mais pas seulement. Et puis voilà, on est aussi intéressé par la diversité des méthodes quantitatives et qualitatives d'analyse et d'approche de cette présence touristique et de ces effets du tourisme sur le territoire. On a eu l'occasion de travailler avec Orange autour de données mobiles et puis de développer aussi des travaux sur l'impact de la technologie. On avait des travaux sur la grande vitesse et les quartiers de la grande vitesse aussi il y a quelques années. Bon, je ne développe pas plus sur l'activité du groupe. Donc, le doctorat de Marion Philippe s'inscrit pleinement dans une réflexion au cœur des thématiques et des questions ouvertes par notre groupe. Et je dirais que le sujet qu'elle va traiter aujourd'hui répond finalement à des questions qui sont pour nous toujours des questions ouvertes, des questions en discussion. Et à mon sens, la réunion d'aujourd'hui va nous aider à continuer à construire et à continuer à produire à la fois évidemment des publications, mais aussi des réponses à appels à projets ou autres. Alors, sous quel angle ? D'abord sous l'angle peut-être du périurbain comme catégorie spatiale, géographique, territoriale. J'avoue que le mot commence à devient de plus en plus. Alors, Roberta disait qu'une école d'été, l'ABEX, a été donc dédiée à cette thématique complexe, au fond, assez complexe. Hein. Aujourd'hui, dans nos disciplines, quelles qu'elles soient, architecture, sociologie, urbanisme, etc., géographie, histoire, parce que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une catégorie qui est quand même un petit peu à raisonner par les acteurs politiques et par les politiques publiques. Et je voudrais ouvrir un point pour moi qui est encore pas très clair, qui est assez obscurci, en tout cas dans mon petit champ d'analyse personnelle autour des mobilités, c'est qu'on parle de plus en plus d'espaces peu denses pour ne pas parler d'espaces périurbains en politique publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui d'aborder ou d'enclencher autour de cette question et de cette catégorie ? Et quand on dit peu dense dans les politiques publiques, eh bien, par exemple, on parle des nouvelles mobilités, on parle des politiques de limitation de l'artificialisation des espaces naturels, donc de préservation et de valorisation de la biodiversité des paysages. Donc ce sont des politiques de planification qui répondent complètement aux orientations du travail de Marion, d'autant que cet espace dit peu dense, verdoyant, et de plus en plus un espace convoité, un espace protégé, mais également approprié par des classes sociales, fussent-elles habitantes de zones centrales, et dans ce cas-là, elles sont appelées à se déplacer, à faire des mobilités journalières, et on est sur la logique des bases de loisirs ou de l'accessibilité à des zones et à des espaces périurbains de loisirs pour des activités de loisirs, où elles sont aussi censées s'y déplacer de manière permanente, c'est-à-dire par des mobilités résidentielles. C'est aussi des travaux sur les trajectoires résidentielles qui peuvent faire sens par rapport au renchérissement des prix fonciers de ces couronnes verdoyantes métropolitaines, hein, qui sont bien identifiées en Île-de-France, surtout depuis 1 an, mais aussi dans d'autres périphéries métropolitaines. Bon, je ne développerai pas, mais on voit finalement tous les échos que le travail de Marion peut nous induire à développer, tant du point de vue de la recherche théorique que du point de vue d'une réflexion pour essayer de penser les grandes dynamiques actuelles. Cela étant, Marion a aussi travaillé comme historienne, et réfléchissant aussi à la genèse des politiques publiques. Je n'en dirai pas plus parce qu'elle va bien entendu développer aussi une approche chronologique, une approche
temporelle. Et c'est aussi un angle sous lequel nous pourrions aussi engager une réflexion, puisque notre LABEX a développé un travail par des séminaires autour de la construction des futurs urbains. Et pour les avoir suivis, il y avait une deuxième séance assez récemment. Nous voyons bien combien la réflexion sur le futur s'appuie sur une réflexion rétrospective, sur une réflexion sur la manière dont on a pensé, dont on continue à penser, à construire la connaissance à la fois des imaginaires et des politiques relatives au devenir de ce type de territoire, allez, on va dire périphérique des grandes métropoles dans le temps. Je vais m'arrêter là. Je vais simplement, comment dire, j'ai mis dans le chat la référence à un ouvrage qui a répondu à presque 10 années de travail dans ma vie, partagé, puisque c'est un travail coécrit, non seulement coécrit avec un auteur travaillant en école d'architecture, donc ça montre aussi mon souhait de partager ces questions avec d'autres collègues d'autres disciplines. Je suis moi-même géographe de l'urbain, mais parce que je n'ai pas travaillé sur l'histoire des fameuses BLLN, même si j'ai eu les décrets, et voilà, j'ai eu quelques éléments d'archives. Mais j'ai croisé le sujet de Marion lorsque j'ai fait un travail très approfondi sur l'histoire des parcs naturels régionaux et de leur genèse au tout début de la Ve République et dans le giron d'un ministère de l'Agriculture, puisqu'il n'existait pas de ministère ni des temps libres, ni de la jeunesse, et encore moins de l'environnement. Et donc, et bien entendu, voilà, j'en dirai pas plus, il y a des éléments en ligne, et je cède peut-être la parole à Marion. Merci Nassima. Je vais partager mon écran. Alors, en plein écran. Je pense que ça fonctionne pour tout le monde. Super. Donc, je vous remercie pour l'introduction et les premières pistes déjà de réflexion et d'études. Donc, en fait, moi, la présentation que je vais faire aujourd'hui, vous le verrez, elle se concentre essentiellement sur les bases de plein air et de loisirs, et vous comprendrez aussi pourquoi. C'est parce qu'elle est au cœur vraiment des dynamiques des politiques publiques, notamment à l'échelle de la région Île-de-France. Et donc, en fait, finalement, c'est un peu une présentation chronologique et aussi en termes de recherche et d'évolution de ma propre recherche personnelle dans le cadre du groupe V3T et aussi de mon doctorat. Donc, en fait, il y a déjà eu 2 publications qu'on a faites avec donc mon directeur de thèse, Pierre-Olaf Schutt, où on a étudié notamment la transformation des territoires périurbains pour les bases de loisirs et aussi cette notion de coprésence dans le cadre du groupe V3T. Donc, le reste de la présentation que je vais vous faire, c'est finalement assez inédit du point de vue de la recherche scientifique, puisqu'il s'agit finalement du début des résultats d'une étude menée depuis quelques mois sur la Covid, le tourisme et les loisirs, donc au sein du groupe Ville, Tourisme, Transport et Territoire. Et je terminerai ma présentation par des pistes de réflexion et qui pourront mener sur de futures études, qu'elles soient à l'échelle francilienne ou non, sur l'utilisation du périurbain dans le cadre des loisirs sportifs. Donc, je vais commencer par plutôt détailler mon fondement théorique. D'après Arnould, Bonorandi et Gillette en 2006, les espaces périurbains sont décrits comme des territoires hybrides qui sont en position à la fois de marge et d'interface entre le urbain et le rural. Ces territoires ont en fait un lien important avec la ville et il ne fait que croître, et surtout aujourd'hui quand on entre dans une phase qui peut être décrite et qui est largement décrite comme un exode urbain. Donc, ces territoires se situent dans une 3e couronne où les processus d'urbanisation affrontent une agriculture et une société rurale encore en plein fonctionnement, d'après la définition de Brigitte Prost. Donc, à l'échelle de la région parisienne, sur laquelle je me suis principalement concentrée sur cette proposition, la Grande Couronne se situe donc dans ces territoires et qui sont visibles sur cette image. Donc, nous suivons les réflexions si nous suivons les réflexions de Brigitte Prost, les territoires en marge de l'Île-de-France connaissaient déjà une périurbanisation depuis bien longtemps,
puisqu'il voit l'arrivée d'une population bourgeoise issue de la classe de loisirs définie par Veblen en 1970. Ces derniers se rendent en dehors des villes pour répondre à un souci hygiénique depuis le XVIIIe siècle. Arnaud Bobéro et Florence Bourillon décrivent d'ailleurs ce phénomène comme de l'urbaphobie, soit la détestation de la ville, avec lequel d'ailleurs on peut faire peut-être un début de parallèle avec ce qui se passe actuellement. Donc ceux qui le pouvaient s'échappaient des villes le week-end et durant les beaux jours pour être au plus près de la nature, selon une réflexion qui est à ce moment-là très hygiénique. Ils sont alors menés, notamment dans les territoires un peu en amont de Paris, pour pratiquer parfois, et dans le cadre de sociétés, du canotage, du yachting, voire même des entraînements à l'excursion en montagne. C'est notamment le cas des Bleusards, les jeunes alpinistes du club alpin français, qui s'entraînaient par exemple sur les rochers de la forêt de Fontainebleau avant de partir dans la montagne pour faire leurs excursions dans les années d'entre-deux-guerres. Comme nous l'a montré Sandy Baudouin dans sa thèse, les bourgeois créent des réels lotissements au bord de la Marne dans le cadre de leurs loisirs nautiques. Ces territoires ont la particularité d'être reliés à Paris grâce à la création progressive de gares pour l'accueil des populations dans le cadre des villégiatures, voire même ce que Alain Corbin définit même comme une première forme de tourisme. Le journal du chemin de fer de 1849 évoque alors, par exemple, le passage d'un train tous les dimanches pour le retour de week-end vers la capitale dans la gare de Bois-le-Roi, ouverte la même année. Donc, en fait, si on reprend toujours les réflexions de Brigitte Prost, le fait que les territoires en marge aient connu un début d'urbanisation grâce à l'installation de résidences secondaires pour les loisirs bourgeois est annonciateur finalement d'une possible et future mutation. La périurbanisation de ces espaces, en lien avec les pratiques touristiques et excursionnistes, apparaissent donc comme un long processus qui trouve un début de conclusion dans l'après-guerre. Donc après la guerre, on a, vous le savez sans doute, deux phénomènes importants qui poussent finalement les aménageurs franciliens à réfléchir à l'utilisation de ces territoires en marge de la ville de Paris. Donc, dans un premier temps, il y a une crise économique au sein des territoires ruraux, en lien avec l'exode rural des paysans, mais aussi dans le cadre parfois où l'économie locale repose sur une industrie, une crise due à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est notamment le cas de l'usine du chocolatier Meunier, que vous avez ici en image, et qui en fait se situe à Noisiel et qui a énormément de mal à se sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et dans un second temps, il y a une croissance économique importante et les territoires des villes et des petites couronnes se retrouvent surchargés et surtout aux abords de la région parisienne, avec la création d'un certain nombre de bidonvilles. Donc en 1960, avec le district de la région parisienne, il y a un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui est réfléchi et mis en œuvre en 1965 et qui a pour but de déconcentrer la centralité parisienne en attirant des entreprises et progressivement des populations en amont de la ville. Il faut alors offrir aux Parisiens, selon Humbert en 2005, des conditions attractives de logement, de desserte vers les centres d'agglomération et surtout d'accès à des équipements de toutes sortes. Des aménagements touristiques et de loisirs sont alors réfléchis à partir des années 1950 et les Français, à ce moment-là, ils profitent vraiment pleinement de leurs droits aux loisirs acquis avant la guerre. Et il s'agit d'ailleurs d'un élément important qui est intégré directement à la Constitution de la 4e République. Ces pratiques sont d'ailleurs perçues à ce moment-là assez différemment de la part des sociologues des années 60, avec la fameuse opposition entre Georges Friedman et Joffre du Mazedier. Vous avez le premier qui voit les pratiques de loisirs comme une compensation du temps de travail, alors que Joffre du Mazedier voit plutôt le loisir comme la réponse à de nouveaux besoins d'éducation et de formation liés à l'accroissement du temps libre. Et du coup, c'est surtout cette définition que nous faisons le choix de mobiliser, puisqu'elle apparaît comme finalement beaucoup plus proche, à mon sens, des intentions qui semblent être celles des responsables politiques de la 4e et du début de la 5e République.
En effet, sous la Ve République, Maurice Herzog est en charge de la jeunesse et des sports et le général de Gaulle mène avec lui une politique importante en faveur du développement de la politique des loisirs et de la pratique sportive pour tous dans le but de créer des champions pour permettre à la France de briller à l'international. Le loisir est alors envisagé comme un levier de régulation sociale face à des conditions d'existence qui ont changé, mais surtout un besoin de liberté manifesté par les populations françaises et franciliennes. Les aménageurs français prennent alors largement exemple sur le cas de la Roure, étudié par Joly en 2002, et qui en fait a été l'occasion de voir la transformation de friches industrielles en de bases de loisirs dès le début du XXe siècle. Et au moment des années 60, il y a une seconde vague qui est à l'œuvre. Et de la même manière, dans la région portugaise de la Serra da Estrela, excusez mon accent portugais, le même fonctionnement est à l'œuvre dès la fin des années 60 et plus largement dans les années 70, avec une conversion vers le tourisme. De cette façon, Bernard, Blondy et Duhamel, en 2017, expliquent que le tourisme est le meilleur moyen ou un des moyens les plus efficaces pour intégrer des territoires en marge des villes. Le tourisme de loisirs lié à ces espaces doit donc progressivement prendre la place de l'agriculture comme moteur de gestion de l'espace. Les territoires périurbains de la région parisienne ont une vocation touristique évidente, si l'on en croit les archives, puisque ces territoires accueillent les bords de Marne, la vallée de la Seine, du Loing, ou par exemple les massifs de Fontainebleau et de Villefermoy. C'est donc dans ces espaces que les aménageurs décident d'installer les bases de plein air et de loisirs. Celles-ci sont définies par la circulaire du 20 janvier 1964 comme un complexe réunissant dans un site naturel proche de la population à desservir les éléments nécessaires à favoriser au cours des week-ends et périodes de congé la pratique des sports et activités de pleine nature et d'études culturelles, ainsi que la détente et l'oxygénation. Donc, les bases s'inscrivent dans le cadre du 5e plan de modernisation et d'équipement, mais aussi dans la seconde loi programme d'équipement sportif et socio-éducatif entre 1966 et 1970. En lien avec une volonté accentuée de retour à la nature de la part des populations urbaines, ces infrastructures apparaissent donc comme vitales pour, dans un premier temps, permettre une mise en tourisme de ces lieux dans le cadre d'une conversion de l'économie locale en crise. Deuxièmement, contribuer au bien-être des franciliens en leur proposant des espaces de nature à proximité de chez eux. En fait, c'est finalement l'occasion d'offrir un jardin à ceux qui n'en ont pas. Et troisièmement, faciliter l'accès des populations les plus modestes au sport de plein air grâce à des collaborations avec des écoles, mais également des associations et progressivement également des entreprises pour animer des activités sportives. Il faut tout de même souligner que cette volonté d'équiper les aires métropolitaines en équipement de loisirs n'est pas un phénomène uniquement francilien, puisque d'après une étude de Michael Attali en 2019, dès 1962, la DATAR crée les organisations d'études et d'aménagement d'aires métropolitaines qui réfléchissent pratiquement immédiatement aux équipements de loisirs pour différentes agglomérations françaises, telles que Lyon, Lille ou Nancy, par exemple. De là, notre propos nous mène à nous poser un certain nombre de questions. Quelle est la population qui est réellement touchée par ces offres de loisirs? Quels sont les enjeux du développement d'une offre de loisirs sportifs périurbains? Comment cela se matérialise-t-il de manière concrète? De futurs conflits peuvent-ils découler de l'installation de nouvelles populations dans ces espaces périurbains? Donc, nous venons de le voir, les bases de plein air et de loisirs sont réfléchies dans le cadre de la seconde loi programme d'équipement sportif et socio-éducatif. À l'origine, on a un certain nombre de sites qui ont été repérés et qui ont été sélectionnés pour différents critères. Certains ont ensuite été requalifiés ou totalement abandonnés, mais ils ont été sélectionnés en raison d'un certain nombre de critères. Donc, par exemple, une proximité avec une ville nouvelle pour Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy ou la base de Vertorcy. Vous en avez d'autres en raison d'une population, d'une zone urbaine dense à Créteil, Viry-Châtillon, Draveil ou Champigny. Champigny, par ailleurs, qui n'a pas été qualifié par la suite de base de plein air et de loisirs. Vous avez également des sites en raison d'une opportunité touristique à Étampes et à Dourdan. De la même façon, Dourdan n'a pas été sélectionné. Et vous avez aussi des sites en raison d'une possibilité de loisirs, donc à Jablines-Nanette, Bois-le-Roi, Butier, etc.
Donc, certaines sont à dominante forestière, puisqu'elles se situent à proximité d'une forêt, et d'autres à dominante aquatique, et sont prévues pour être sur des surfaces relativement importantes, pour être de véritables antennes sportives projetées hors de l'agglomération. C'est d'ailleurs pour cela que les jardins publics ou les bois, qui existent déjà au cœur de Paris, sont décrits par l'annexe de la circulaire de 1964 comme ne correspondant que très imparfaitement à ces aspirations, puisque finalement, on se retrouve dans des espaces qui sont intégrés à la ville et qui ont encore les problématiques liées notamment à la pollution visuelle ou sonore. Elles sont donc pensées en fonction de la population qu'elles pourraient toucher, ainsi que la préservation et la création d'espaces naturels disponibles pour le temps libre et pour empêcher l'urbanisation de la nature. Les textes concernant leur mise en œuvre insistent assez fortement sur le fait qu'elles agissent dans le prolongement des villes, dans le cadre des agglomérations importantes et contre l'accroissement de l'urbanisation sauvage. Les bases de plein air et de loisirs mettent plusieurs années à ouvrir leurs portes en région parisienne en raison d'aménagements qui doivent avoir lieu, et notamment quand on a en tête que la plupart des bases sont construites sur d'anciennes carrières. D'ailleurs, ces carrières sont finalement un outil intéressant puisque les espaces sont facilement modélisables. Donc rapidement, on peut se rendre compte que les projets évoluent fortement, comme je vous l'ai dit, puisque certaines bases sont finalement requalifiées en parc interdépartemental, par exemple, ou en parc, tout simplement. Donc actuellement, vous avez 11 bases de plein air et de loisirs qui sont en activité. Il y en a une 12e qui est en cours d'ouverture, qui s'appelle la Corniche des Ports et qui est située en plein dans la Seine-Saint-Denis. Donc elles ont été ouvertes entre 1972 et 1990 et elles s'aménagent progressivement en même temps qu'elles accueillent le public, parce qu'il faut parfois plusieurs décennies pour que l'aménagement soit complet. Donc là, par exemple, l'image de fond que j'ai sélectionnée pour mon PowerPoint, c'est une image de la base de Jablines-Annette et vous voyez des bateaux sur le plan d'eau, mais en même temps, en arrière-plan, vous voyez des bulldozers et des machines de chantier qui sont là en fait pour procéder à la continuité de l'aménagement de la base tout en accueillant quand même du public. De la même façon, grâce aux images de géoportail, on peut se rendre compte de l'évolution et tout le chemin parcouru entre les années 60 et aujourd'hui pour la base de Vers-sur-Marne. Les aménageurs se rendent donc aussi compte que les bases sont finalement beaucoup plus petites que ce qui était prévu. À la base, il était prévu par la circulaire du 22 mai 1970 que les bases fassent entre 100 et 500 hectares. On apprend par exemple que dans la circulaire de 1975, que la superficie est finalement définie en fonction de la population à desservir. Ce critère reste, à mon sens, assez critiquable lorsqu'on voit que les bases urbaines, que je vais définir tout de suite après, sont censées accueillir le plus de monde et ce sont finalement celles qui sont les plus petites. Donc, ce sont les usages sociaux de ces bases ainsi que les populations à desservir qui déterminent la nature des sites et leur superficie. Donc, dans les circulaires de 1970 et 1975, on peut avoir une définition des différentes bases en fonction de leur utilisation et de la fréquence de leur utilisation. On a alors 3 types de bases. Vous avez les premières, les bases qui sont définies comme d'usage quotidien, notamment pour les écoles, mais également pour le troisième âge, d'après les textes. Et la circulaire 1975 les nomme alors clairement des bases urbaines, dont le caractère social est affirmé de par sa proximité avec les villes. La région définit alors les bases de Cergy, de Draveil, le port aux Cerises, de Créteil, d'Étampes et de Saint-Quentin en Yvelines comme des bases urbaines. Après, on a des bases d'usage essentiellement de fin de semaine et pendant les week-ends et les vacances, qui sont essentiellement pour les familles et qui sont elles-mêmes divisées en 2 catégories. Vous avez les bases périurbaines et les bases rurales. Et finalement, cette classification, elle est assez difficile à comprendre et on a vraiment du mal à vraiment voir sur quoi se fonde la distinction entre ces 2 types de bases. Dans un premier temps, j'ai supposé que c'était la question de la distance avec Paris, qui est elle-même avancée par un rapport de 2018 par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Mais ce critère peut aussi être largement critiqué.
Donc, par exemple, je me suis dit qu'en comparant deux bases, donc celle d'Étampes et de Val-de-Seine, on a la base d'Étampes qui est définie comme une base urbaine et qui se situe à 56 km de Paris. Et la seconde, donc la base de Val-de-Seine, qui se situe à 45 km de Paris. Étampes est une ville qui est assez en retrait de Paris, donc du coup, et qui compte 26 000 habitants. Et la base de Val-de-Seine, elle est collée à la ville des Mureaux et à ses quartiers populaires. Et elle présente, elle, une population de plus de 33 000 habitants. De là, avec nos réflexions, nous faisons le choix de outrepasser ces différentes classifications de la région pour étudier les bases en fonction de leur localisation dans leur espace et non pas de leur fonction, qui peut d'ailleurs être en elle-même critiquée. En effet, la plupart des bases sont situées dans la grande couronne parisienne, donc dans ce qu'on entend par une zone périurbaine. Donc tout l'enjeu de ces espaces, c'est qu'ils doivent être accessibles à portée directe des habitants d'une agglomération, notamment pour les week-ends. La distance peut atteindre une centaine de kilomètres, mais raisonnablement, elle devrait se situer entre 10 et 30 kilomètres. Et l'annexe de 1964 précise aussi qu'elles pourraient trouver leur place au cœur même de l'agglomération ou dans un quartier de cette agglomération. Dans les années 60, en parallèle avec ce projet, il y a celui de Michel Debré de création d'un grand réseau de transport à l'échelle de la région, donc le RER, que l'on connaît tous actuellement, et qui apparaît comme intéressant dans le cadre du projet qui est celui des bases, puisqu'il finalement, il contribuerait à l'extension de la ville à la taille d'une région urbaine. Donc, notamment, je me suis penchée sur les travaux de Nassima Baron et de Pierre Muslam qui le décrivent en 2017 comme un outil pour l'urbanisation des marges de l'Île-de-France. Donc, tout en sachant que les bases de plein air et de loisirs doivent accueillir les populations à maximum une demi-heure de transport pour tous les habitants de la région parisienne, l'accessibilité des différents espaces apparaît donc comme facilitée par les projets annexes de réseaux express régional, mais également de construction progressive d'autoroutes. Cependant, dans son travail de 2019, la Chambre régionale des comptes de l'Île-de-France écrit « Presque aucune île de loisirs ne bénéficie d'une desserte satisfaisante en transport en commun ». Cependant, il semble que cette remarque soit légèrement fausse. En effet, j'ai réalisé moi-même un état des lieux pour chacune des bases de la façon dont on peut y accéder en transport en commun. De là, il apparaît que les bases urbaines décrites comme urbaines sont celles qui sont le plus accessibles de par une offre assez dense de trains, mais également de bus qui fonctionnent toute l'année et qui permettent de s'arrêter aux abords de l'île de loisirs. Il y a alors une forme de logique puisque l'on sait que ces bases sont censées accueillir du public toute l'année et durant la journée. De leur côté, les bases rurales et périurbaines apparaissent comme difficiles d'accès. Jablines, Vers, Val-de-Seine et Bois-le-Roi demandent de circuler de manière assez longue sur la fin du parcours à pied. On peut même voir que les bases de Butier et de Boucle de Seine sont assez difficiles d'accès et qu'il faut finalement avoir une voiture pour pouvoir se rendre sur place. De là, il semble y avoir une forme de logique entre la fréquentation des îles de loisirs en 2010 et l'accessibilité de ces dernières. Les bases les plus fréquentées sont celles qui ont une desserte facilitée par les transports en commun, donc notamment Cergy et Saint-Quentin. Et la base de Vertorcy bénéficie aussi d'une très bonne fréquentation, et notamment en basse saison, qui s'explique par une coopération fédérale avec les fédérations d'aviron et de canoë-kayak. Donc en fait, ce chiffre est un peu à prendre au-dessus, sur une analyse différente. Donc avec une accessibilité réduite pour certaines bases, on comprend aisément que la vocation sociale affirmée apparaît comme difficile à poursuivre dans le cadre d'accès à certaines bases de loisirs. Pourtant, cette vocation sociale apparaît comme assez clairement dans les différents textes, notamment dans la circulaire du 22 mai 1970, qui dit que les bases de plein air et de loisirs doivent offrir un éventail de possibilités permettant aux familles de trouver satisfaction aux aspirations d'activités de loisirs de tous les membres, du plus jeune au plus âgé.
De la même façon, le Conseil régional a renouvelé cette idée dans ses schémas régionaux, régional de développement du tourisme et de loisirs pour 2 périodes, entre 2011 et 2016 et 2017 et 2021. Autre critère important et à prendre en compte dans le cadre d'une offre qui se décrit comme sociale, la question du coût d'accès à la base. En période de basse et de moyenne saison, seul le coût d'accès aux activités est payant. Les personnes peuvent se balader sur la base gratuitement. Il en va de même pour la haute saison. Cependant, les usagers doivent tout de même payer pour accéder aux espaces de baignade durant la haute saison. Et c'est surtout pour cette utilisation finalement que les bases fonctionnent l'été. Donc ces derniers sont bien évidemment très prisés et seule la base de Bois-le-Roi est entièrement gratuite. Cependant, les difficultés d'accès à celle-ci pour les familles rend sa fréquentation faible en apparence, puisque les familles doivent traverser entièrement la ville à pied pour se rendre sur la base de plein air et de loisirs. Dans les faits, les chiffres affichés pour la base de Bois-le-Roi sont possiblement faussés et plus faibles que la réalité, puisque dans un entretien accordé par le directeur de la base de Bois-le-Roi, celui-ci m'expliquait qu'en fait, ils n'avaient pas de réelle capacité de mesurer la fréquentation de leur île et se servaient finalement de l'occupation du parking pour se faire une idée de la population qu'ils avaient sur les îles. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a posé problème cet été dans le cadre des barrières données pour le Covid. Pour faciliter l'accès aux îles, la région offre des subventions de manière indirecte grâce aux tickets loisirs depuis 1995. À l'origine, cette mise en œuvre a été développée pour les groupes de jeunes de 11 à 17 ans qui habitaient dans les zones les plus sensibles d'Île-de-France et qui ne pouvaient pas partir en vacances. Mais il a été progressivement élargi aux familles modestes, mais également aux personnes en situation de handicap. Les personnes qui en bénéficient peuvent alors les utiliser pour entrer sur les îles de loisirs et leur espace de baignade, mais également réaliser certaines activités proposées. Ils sont d'un montant de 9 €. Ces derniers sont offerts par la région qui les redistribue ensuite à des infrastructures et qui les utilisent, et notamment les bases de plein air et de loisirs. Mais vous avez d'autres infrastructures qui bénéficient aussi de ces tickets de loisirs. Donc, en reprenant les chiffres de 2013 et 2015, on se rend compte que les îles de loisirs, parce que le terme a changé entre-temps, ils ont reçu 15 890 et 18 520 tickets loisirs. Et encore une fois, on se rend compte que les bases qui offrent le plus de tickets de loisirs sont, une nouvelle fois, celles qui sont décrites comme urbaines, sauf la base de Butier pour 2015, qui apparaît en fait comme une exception qu'il faudrait d'ailleurs étudier en profondeur. Donc, on entre dans un travail maintenant en cours sur la façon dont les îles de loisirs ont vécu la crise sanitaire. La région Île-de-France, dans son rapport de septembre 2020, écrit « La crise sanitaire de la Covid-19, avec la période de confinement qu'elle a engendrée, nous a sévèrement rappelé les attentes très fortes de la population envers les îles de loisirs qui sont leurs jardins, leur espace de santé, d'activité et de lien social en famille ou entre amis. Même si elles sont en plein air, elles accueillent tout de même du public. Donc, elles ont subi la crise. De là, elles n'ont pu ouvrir que 3 mois sur 12, voire certaines même moins. Par exemple, Cergy-Pontoise a ouvert son bassin le 3 juillet pour le fermer à la fin du mois d'août. Et Bois-le-Roi a commencé à ouvrir progressivement pendant les week-ends du mois de juin. De là, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette partie, c'est de procéder à une étude des chiffres de fréquentation des quelques îles de loisirs, celles qui ont bien voulu répondre pour l'instant à mes sollicitations, pour vérifier une évolution ou non de la fréquentation et aussi de la typologie de cette fréquentation. Pour le moment, je n'ai eu que 5 réponses, mais uniquement 3 retours chiffrés pour Jablines, Bois-le-Roi et Cergy. Et finalement, seuls les chiffres de Jablines et Cergy sont réellement comparables, puisque l'on sait que la base de Bois-le-Roi est gratuite d'accès. Donc, les chiffres que j'ai sont sur l'étude des activités ponctuelles, typiquement pour faire de la voile ou des choses comme ça. Donc, il faut tout de même noter que certaines bases n'ont pas pu ouvrir leur espace nautique cet été, étant donné qu'ils étaient classifiés, qu'il s'agit de piscines et non pas de plans d'eau. Donc, c'est notamment le cas de Butier et de Créteil, par exemple. Donc, globalement, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les activités ont pu fonctionner normalement, même s'il y a une demi-jauge qui a été mise en place.
Donc, si on se penche plus précisément sur les chiffres des bases de Cergy et de Jablines, on peut constater qu'il y a eu une baisse logique de la fréquentation annuelle de ces bases, conséquence d'une ouverture sur peu de jours en comparaison avec les années précédentes. Cependant, le directeur de la base de Cergy insiste sur une fréquentation record, et le mot vient de lui, de son espace de promenade à 75 000 visiteurs durant l'été. Cette année n'a donc clairement pas été si catastrophique que ça en termes de fréquentation, puisque les mois d'ouverture sont finalement meilleurs que les années précédentes. Il peut bien sûr, encore une fois, y avoir un effet de basculement des usagers d'autres infrastructures comme de Butier ou Créteil sur ces îles de loisirs spécifiquement. La base de Jablines, dont nous avons pu avoir un détail de la fréquentation sur les mois de juillet et août, laisse voir une augmentation de la fréquentation sur cette période-là pour l'année 2020 et par rapport à 2019. Cette évolution est d'ailleurs assez importante, puisque l'on voit qu'on passe de 52 881 personnes en 2019 au mois de juillet à 61 802, et l'augmentation est encore plus importante quand on compare les chiffres du mois d'août. Sur ce point, nous pouvons alors conclure que les îles de loisirs ont permis aux franciliens de s'offrir un moment de détente, voire même de dépaysement, ce qui est le but originel des îles de loisirs, pas très loin de chez eux, dans un contexte économique et social difficile. Et rappelons aussi que ces deux îles de loisirs, Cergy-Pontoise est qualifiée de base urbaine et Jablines de base périurbaine, mais à notre sens, elles se situent et elles sont classifiées pour nous comme dans des espaces périurbains. Donc, ce qui nous intéresse aussi, et plus particulièrement, c'est de voir s'il y a eu une évolution de la population qui a fréquenté les îles de loisirs durant cet été 2020. À ce niveau-là, et pour Jablines, Annette, la chute est assez inquiétante quand on a en tête la vocation sociale des îles de loisirs. Les tickets loisirs et autres mises en œuvre ont été reconduites sur l'année 2020. Cependant, les publics touchés par ces dispositifs, et dont nous avons parlé plus tôt, ont été beaucoup moins nombreux dans l'île de loisirs de Jablines-Annette. On peut donc constater logiquement une augmentation de la part des personnes ayant des plus hauts revenus dans la fréquentation des îles de loisirs. Il apparaît alors une conséquence visible de la crise de la Covid-19, du fait que ces populations n'ont pas pu partir en vacances pour des raisons diverses, comme par exemple un manque d'argent dû au chômage partiel ou la peur d'être confronté à un confinement, à une quarantaine ou à la maladie loin de chez soi. La cohabitation de populations de catégories socioprofessionnelles différentes est une aubaine pour les îles de loisirs, et les différents directeurs des îles que j'ai pu contacter m'ont en effet clairement évoqué que la viabilité des îles de loisirs repose sur cela. Les populations ayant un potentiel économique plus important consomment plus sur les îles et leur permettent de conserver des prestations privées, des prestataires privés qui louent des emplacements pour leurs activités sportives. Même si des soucis de coprésence existent et se matérialisent parfois par le ras-le-bol des populations aux abords des îles, cette cohabitation est vitale pour avoir une entrée d'argent grâce à des financements de la région dans le cadre des tickets loisirs que nous avons évoqués, mais également de prestataires privés pour louer des emplacements pour les activités sportives. Lorsque l'on sait que la plupart des îles de loisirs sont déficitaires, finalement, on se rend compte que le choix est vite fait. Donc, plusieurs questionnements subsistent alors et auxquels j'aimerais répondre en poursuivant cette étude. Le premier est de s'interroger sur la fréquentation des publics concernés par les dispositifs sociaux, s'interrogeant sur le fait que cette diminution soit possiblement la même dans toutes les îles de loisirs. Il s'agit aussi de s'intéresser à la façon dont les îles urbaines, les bases urbaines ont-elles connu une chute aussi importante de leur fréquentation durant l'été, si c'est un cas pour toutes les îles. Il faut aussi s'intéresser à l'actualité et à l'été 2021 et à savoir si ce phénomène sera toujours d'actualité, tout en sachant que la saison à venir se profile et se prépare de la même façon que l'été 2020 par les îles de loisirs. Et est-ce que ce ne serait pas le début d'une mutation durable de la fréquentation des îles de loisirs ? Dans un dernier temps, on va donc s'interroger sur l'avenir des îles de loisirs périurbaines. Du coup, comme je vous disais, le terme île de loisirs est à l'œuvre depuis 2014, et donc maintenant on parle d'île de loisirs et non plus de base de plein air et de loisirs. Donc on termine sur une partie consacrée à des pistes de travail et de réflexion quant à l'avenir des équipements de loisirs dans ces territoires spécifiques de la région Île-de-France.
Nous pouvons alors nous questionner sur un possible basculement de la fréquentation des bases en fonction de l'exode urbain en cours, à cause en partie de la pandémie. Donc en fait, depuis les années 70, les chercheurs ils ont pu constater une stagnation des migrations en direction de la ville. De la même façon, depuis les années 90, on a une mutation, un phénomène inverse qui se produit avec le basculement vers une fuite vers les campagnes. Durant la crise sanitaire actuelle que nous connaissons, les habitants des grandes agglomérations urbaines ont eu tendance à migrer vers les campagnes durant les temps de confinement, mais également de manière beaucoup plus durable et progressive. Les chercheurs parlent alors d'un phénomène de rurbanisation, qui est la généralisation d'un mode de vie urbain, même en dehors de la ville. Les milieux ruraux et périurbains apparaissent alors comme des espaces résidentiels ou de loisirs. On a par exemple les territoires de la banlieue lyonnaise qui sont également connus pour ce phénomène. Donc les migrations apparaissent de plus en plus nombreuses et la généralisation du télétravail, qui semble également être réfléchi sur du long terme, renforce cette attractivité des populations urbaines vers les territoires périurbains. Pour preuve, la ville de Londres a perdu par exemple 8% de sa population en raison de migration vers des destinations diverses. Cette crise sanitaire vient finalement paraffer un mouvement à l'œuvre depuis les années 70 et qui s'est largement développé depuis les années 90. Ce mouvement nous permet de nous interroger sur une future utilisation de ces infrastructures. Pensées à la base et essentiellement pour les loisirs de fin de semaine, les îles de loisirs décrites comme périurbaines et rurales vont finalement être à la portée directe des populations ayant migré vers les espaces moins urbains de la région parisienne. De là, nous pouvons nous interroger sur l'évolution de la vocation sociale de ces bases sur le long terme et surtout sur de possibles conflits durant la haute saison. En effet, les soucis de coprésence sont réels et déjà étudiés, comme je vous l'ai évoqué rapidement. L'arrivée d'une population issue des villes suppose qu'un certain nombre de codes et de mœurs ne soient pas totalement intégrés. L'utilisation des bases des îles de loisirs va alors être plus systématique pour certaines personnes ayant fui les villes pour être au plus près de la nature. Leur utilisation sera alors possiblement différente des personnes vivant actuellement dans ces territoires et cela pourrait poser un certain nombre de problèmes. Les populations ayant fui la ville pour être au plus près des milieux périurbains viendront alors avec leur manière de vivre et auront sans doute un usage social différent des îles de loisirs qu'il faudra analyser à travers des enquêtes qualitatives. Autre problème, toutes les couches sociales de la population francilienne ne seront pas forcément en capacité de migrer vers les territoires où il fait bon vivre. Ces derniers se retrouveront mis à l'écart. Nous pourrons alors avoir affaire à des stratégies de plus en plus différentes de la part des îles de loisirs périurbaines qui pourront, par exemple, présenter une offre plus complète de services avec des prix plus élevés qui rendront logiquement l'accès à ces espaces difficiles pour les publics socialement défavorisés. Cette démarche apparaît comme une suite qui peut être logique lorsqu'on connaît les difficultés financières que connaissent actuellement les îles de loisirs. Pour essayer de sortir de l'eau après la catastrophe économique qui a été celle de la Covid-19, elles vont obligatoirement devoir rechercher des solutions. Cette mutation profonde de la répartition des populations dans l'espace pourra donc contribuer à accentuer une forme de ségrégation autour des loisirs sportifs de plein air. Les bases que nous catégorisons comme urbaines vont donc sans doute subir un entre-soi de plus en plus fort en lien avec une possible et probable nouveaux usages des bases et des îles de loisirs périurbaines. Le milieu périurbain proposera alors une offre de loisirs conséquente et intéressante, mais dont la fréquentation sera rendue difficile en raison de la loi du marché et de la volonté de rendre les îles de loisirs viables. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Marion. Je passerai la parole à Gwendal Simon pour ces quelques minutes qui nous restent. Oui, merci. On a un quart d'heure si on termine à 14h05. Je me permets de revenir sur quelques points qu'a soulevé Marion et puis je passerai là aussi la parole à
à toutes et celles et ceux qui sont présents. Merci Marion pour cette réflexion où tu conjugues, disons, les bases de loisirs à 3 temporalités, hein, en historicisant le phénomène, en l'inscrivant dans une analyse des usages, disons, du temps présent, et en cherchant à essayer de réfléchir au devenir de ces lieux-là. Il me semble que ça, il y a deux, je dirais, deux vertus de cette analyse territorialisée et périurbanisée, hein. Alors, cette dimension historique, d'historiciser le phénomène, met l'accent sur différents points. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais sur, là encore, le rôle des usages de loisirs et des mobilités de loisirs dans le développement du périurbain, et ce, à des époques très anciennes. On l'oublie un peu, hein. L'histoire urbaine nous a parlé de la croissance urbaine comme développement et moteur de l'urbanisation au-delà des faubourgs, etc. Le rôle des loisirs a été important. Il faut le rappeler, et parfois structurant dans l'offre de transport elle-même. Je fais un bond dans le temps et tu nous montres aussi comment je veux dire, il y a un moment synchrone dans la création de ces bases-là autour d'une pensée aménagiste des années 60-70, autour d'une conception très fonctionnaliste des loisirs comme levier de régulation, comme réponse à une demande, mais qui est très synchrone avec, là aussi, tout un tas, par exemple, et toute proportion gardée dans la comparaison, les missions interministérielles d'équipement des littoraux, mais tu as parlé aussi c'est assez synchrone avec le développement des villes nouvelles, hein, tu le soulignes. Donc il y a quelque chose qui fait système à un moment, hein, dans cette période-là, et qui suscite chez moi une interrogation sur la base de loisirs comme analyseur des mutations de l'action publique, en fait, en termes d'accès aux loisirs. Et je vais y revenir. Et disons qu'il y a un deuxième registre de vertu aussi sur cette analyse territorialisée, périurbanisée, peut-être d'un point de vue plus spatial. Bon, c'est d'une part de donner, essayer de mettre l'accent aussi sur les effets de territoire dans l'accès aux loisirs, parce que par exemple, la sociologie des loisirs, dans les segmentations qu'elle propose et les usages, spatialise très très peu les choses. Bon, c'est pas son objectif, mais il manque cette variable territoire qu'avec cette question des bases peut nous permettre de réfléchir, de compléter les analyses en les spatialisant. Et je pense que c'est important. Et je pense que c'est aussi un deuxième point en termes de place sur les questions géographiques et urbaines. Il y a eu quand même une relative focalisation sur une culture des loisirs à travers des grands équipements structurants, des espaces publics, plutôt dans les espaces centraux. Et là, c'est aussi se donner les moyens de mieux saisir la métropolisation des loisirs, hein, dans ces différentes assises territoriales qui intègrent le périurbain et la diversité des formes que celui-ci prend et qui permet de penser en fait une forme de métropolisation des pratiques de loisirs. Deux focales en termes d'avantages, d'intérêts et de vertus qui sont vraiment importantes, me semble-t-il, qu'on pourrait bien évidemment et très largement compléter, hein. Et je reviens sur cet élément-là, sur la base de loisirs comme analyseur possible des mutations de l'action publique dans l'accès aux loisirs, parce que je me demande sur quoi, de quoi la base de loisirs, de quoi ces évolutions possibles, potentielles, sont-elles le nom, en fait. Et je me demande si est-ce que le parallèle avec les associations et les organismes du tourisme social, du tourisme sportif, qui ont été très portés par l'État à un moment, qui ont dû dont l'État s'est désengagé, hein, et qui ont connu une nécessaire adaptation, hein, ils s'inscrivent dans une paradigme de l'adaptation ces 10, 20, 30 dernières années, dans le cadre d'une relative marchandisation de l'offre de loisirs et d'une modernisation du modèle économique. Est-ce que le parallèle avec l'UCPA, ce genre de choses, ce type d'association, est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'on peut penser le devenir de ces bases en s'appuyant sur l'évolution des instances, des associations et des organismes du tourisme social et aussi du tourisme sportif ? Ça, c'est une question pour essayer de saisir justement leur transformation et leur devenir en termes d'offres de loisirs et de formes de territorialisation. Et donc, je me demande aussi si, à la suite de ce questionnement, ces bases de loisirs sont un instrument de pilotage d'une politique locale et sociale d'accès. Et si oui, comment ? Ou au contraire, est-ce que c'est un instrument qui est délaissé ? Et est-ce que le terme d'instrument, en fait, est pertinent ?
ou au contraire, on est dans quelque chose d'une forme d'autonomie de ces bases-là, dans la manière dont elles pilotent leur offre, hein, pilotent la réflexion sur leur territorialisation. Et peut-être qu'une interrogation avec des acteurs qui sont dans les instances de gouvernance de ces bases, pour les réinscrire justement, pour comprendre l'évolution de ces bases et les évolutions structurelles dans lesquelles elles sont prises, peut-être qu'elles seraient pertinentes pour mieux saisir, même si évidemment ce n'est pas ton objectif là à court et peut-être moyen terme. Voilà, je m'arrête là sur ces réactions et les questionnements que ça a suscité, hein, qui sont nombreux et sur lesquels je ne reviens pas, nécessairement sur tous, parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, je laisse peut-être Marion répondre et puis après, on prendra les questions s'il y en a. Ah, oh, c'est bon. Oui, donc en fait, oui, c'est vrai que moi, dans ma thèse, je me suis surtout concentrée sur les associations de tourisme sportif et social. Et notamment, j'ai essayé de aussi voir la façon dont elles ont occupé les espaces ruraux et périurbains dans le cadre du développement des offres de loisirs pour population urbaine. Et ce que j'ai vraiment pu analyser, c'est que progressivement, et donc à partir pour moi des années 80, et ça s'est accéléré dans les années 90 avec les politiques de la ville, il y a vraiment une volonté de mettre en lien les actions des associations et notamment l'UCPA avec les politiques locales et surtout en termes, et pour la région parisienne, avec une volonté de se servir des bases de loisirs pour permettre une éducation des jeunes issus des quartiers populaires de la région Île-de-France. Donc en fait, pour moi, il y a eu un mouvement un peu similaire dans l'occupation de ces et l'usage des bases de loisirs et dans le cadre d'un développement de l'action publique en coopération vraiment entre la région, les fédérations et les associations de tourisme sportif. Et les bases de plein air et de loisirs ont vraiment été un lieu central de développement de cette coopération à partir milieu des années 80 jusqu'à même nos jours. Et notamment aussi dans le cadre de l'EPS à l'école. Et oui, je pense avoir répondu à la question. Ok, merci. On prend quelques questions. Oui. Qui veut, je vais afficher en mode galerie pour voir, qui veut lever la main ou lever le doigt. Romain Lepillet. Oui, alors bonjour à tous. Alors, j'ai vu le séminaire sur Twitter, donc je me suis un peu invité parce que les questions que vous posez sont très intéressantes. Déjà, donc, moi, je suis maître de conférence pour me présenter rapidement en STAPS, donc à l'Université de Rouen, au laboratoire CETAPS. Hein, et j'ai fait ma thèse notamment sur les forêts urbaines et sur le loisir. Et donc, du coup, je suis très, très intéressé. Je trouve que le travail est vraiment très, très intéressant. Le travail que tu as mené, la multiplication des prises sur l'objet, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et il y a quelque chose j'aurais aimé savoir, mais parce qu'en fait, à un moment, tu dis, donc, vous êtes pas, votre idée, ça a été d'entrer par l'espace et pas par les fonctions des bases. Je ne sais pas si tu t'es intéressé un petit peu dans la géographie sociale aux travaux de Guy Dimeo, hein, et notamment au concept qu'il a apporté des médiations territoriales. Moi, c'est un concept que je mobilise dans mes travaux, hein, mais c'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire on va d'abord entrer par l'espace avant d'entrer par les fonctions ou par les individus. Et c'est vraiment intéressant de faire ça parce que tu t'intéresses d'abord à la morphologie de l'espace, à sa situation, à sa localisation par rapport à la ville. Et ensuite, le jalon suivant, on va vers ceux qui pratiquent. Donc, je ne sais pas, par contre, si dans ce cadre-là, tu as prévu de faire passer des questionnaires. Ça serait intéressant de savoir qui y accède, d'où ils viennent et pour quel type d'activité. Tu vois, ça permettrait de cartographier, donc après on repartirait sur une analyse spatiale, de cartographier un petit peu finalement, est-ce que ce sont les résidents de proximité qui fréquentent le plus ou non? Est-ce qu'en fonction du type de base, on trouve des types de pratiquants? Et autre chose aussi, j'avais vu, alors je ne sais plus qui a fait ça, qu'il y avait une étude qui était menée pour reconvertir certaines bases pendant les temps morts, temps creux, en sorte il y avait un projet de télétravail en fait, hein, c'est-à-dire reconvertir certaines bases en zone de coworking, en zone de télétravail. Je ne sais pas où ça en est, je ne sais plus qui avait porté un peu ce projet, mais ce serait quelque chose d'intéressant aussi à aller questionner et qui serait du coup, le travail revient dans des bases finalement des choses qui étaient pensées pour le loisir. Et j'avais juste noté quelque chose à un moment, tu as dit le retour à la nature. Alors, je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de retour à la nature, parce qu'en fait, on ne retourne pas dans la nature. Je pense que peut-être plutôt parler qu'il y a un certain besoin de nature,
me semblerait plus pertinent, parce qu'en fait, on entend beaucoup ce terme de retour à la nature, mais ça pose énormément de questions, parce que tu as certains géographes qui disent que si on parle de nature, c'est déjà plus de la nature. Tu vois, en géographie, ça fait énormément débat, cette question de la nature, de la naturalité. Et donc, quand on parle de retour à la nature, parler peut-être de besoins. Et tu as tout à fait raison. Moi, j'ai vu dans les forêts l'explosion des fréquentations des forêts. Je pense que dans l'agglomération parisienne, ça a dû être la même chose, lié justement au Covid et que les gens, ils n'avaient que cet endroit où aller pendant les périodes de confinement. Voilà. Donc, je ne parle pas plus. Je ne sais pas si tu peux répondre aux quelques petits points abordés. Oui, déjà, merci pour ta question et aussi d'être venu, ça me fait plaisir. J'ai commencé d'ailleurs à m'intéresser aussi à tes travaux pour essayer de faire un parallèle aussi avec l'étude actuelle que je mène. Le retour à la nature, en fait, c'est un terme que j'utilise parce que je l'ai vu dans les archives. C'est juste pour ça que je l'utilise. À la base, dans le travail qui s'appelle De l'air pour vivre, qui a été publié en 1964, on parle de retour à la nature. Donc, c'est vraiment pour ça que je me concentre sur ce terme. Et je me doute qu'il fait débat et peut-être que la prochaine fois que je l'utiliserai, il faudrait que je précise que je l'utilise parce qu'il vient des archives. Ensuite, oui, pour les travaux de Guy Déméo, je les connais, mais je les ai pas forcément mobilisés parce que je les ai pas étudiés en détail, mais je vais m'y concentrer du coup. Et c'est vrai que j'aimerais par la suite vraiment utiliser des questionnaires pour vraiment voir cette question de l'utilisation des bases. Et c'est quelque chose qui a déjà été partiellement fait dans le cadre du groupe sur la base de Vertorsi, mais c'est plutôt en lien avec les Jeux Olympiques et leurs futures utilisations. Et ça me permet de rebondir rapidement sur la dernière question, en lien avec la reconversion des bases pour le télétravail. C'est quelque chose qui est réfléchi largement avec la base de Vertorsi, qui a une volonté vraiment d'avoir une reconversion et plutôt une utilisation sur du long terme, et notamment à la suite des Jeux Olympiques. Et ils ont créé un vrai complexe, etc., avec énormément de salles de réunion, et c'est réfléchi vraiment pour permettre à des entreprises de venir à des moments avec des logements, avec des logements, des chambres, pour pouvoir aussi se servir de ces espaces pour faire des séminaires d'entreprise ou des choses comme ça. Et cette base aussi, et la suite de cette base, suite au jeu de 2024, elle est réfléchie comme ça. Et aussi la base, par exemple, de Cergy, elle a été utilisée pendant le confinement, et les logements de la base de Cergy ont été utilisés pour les populations qui étaient à la rue pendant le Covid, pendant la crise du Covid, le premier confinement. Loïc, tu as une question. Oui, donc une remarque d'abord, ce serait vraiment intéressant, Marion, merci pour l'exposé, c'était vraiment très enrichissant. Ça serait intéressant de prolonger sur l'axe de la basse Seine, parce que quand on conçoit en fait cet aménagement des bases de loisirs franciliennes, on pense aussi à la basse Seine, c'est la même échelle, en particulier à deux bases de loisirs, celle de l'Héripose et celle du Ménil-sous-Jumièges, qui ont l'avantage d'être radicalement en milieu rural. Et moi, j'avais une question un peu dans le prolongement de ce que Gwendal a dit par rapport en fait à la gouvernance, et en particulier par rapport au rôle des communes. Ces bases de loisirs, elles sont conçues dans les années 60, à un moment donné où l'État passe au-dessus des communes très largement, et notamment dans les villes nouvelles. Mais depuis les années 1980, les communes sont devenues à nouveau actrices, et ça peut être vraiment intéressant de voir comment elles conçoivent l'évolution et le futur de ces bases de loisirs, avec justement ces migrations que tu as évoquées et que Nassima évoquait également tout à l'heure en introduction. Alors, est-ce que c'est prévu dans l'enquête d'aller jusqu'à interroger des élus locaux de ces bases de loisirs? C'est vrai que moi, dans le cadre des travaux qui ont été les miens dans le cadre de ma thèse, je me suis vachement intéressée à l'aspect de l'action publique et la manière dont les différents acteurs collaborent sur des points précis. Et j'ai pu voir l'action des communes qui venaient même avant les années 80 sur certains équipements pour le tourisme social et sportif. Dès les années 70, on voit par exemple en Bretagne l'investissement de certaines communes dans l'équipement de leur territoire pour des centres de vacances. Et c'est aussi quelque chose que j'espère développer dans le cadre du travail sur le tourisme dans les territoires populaires des villes dans le cadre du LABEX. Et donc en fait, moi, oui, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse, d'interroger possiblement les acteurs politiques à l'échelle locale, et de savoir vraiment comment ils ont cette perception de l'arrivée de futurs habitants, et surtout de voir s'ils vont essayer de procéder à un travail en profondeur sur une possible utilisation
valorisation des îles de loisirs. Et c'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans le cadre d'une étude sur la base de Vers-sur-Marne, dans le cadre, encore une fois, des Jeux Olympiques, dans un travail avec Sandy Baudouin et Pierre-Olaf Chute, où on avait vu que ce qui était réfléchi, c'est de construire autour de la base de Vers-Torcy une véritable économie nautique, en fait. Et c'est quelque chose qui peut servir aux communes, et c'est quelque chose qu'il faut interroger et que j'ai l'intention aussi d'interroger avec les maires, les conseils municipaux aussi. J'aimerais bien consulter les archives des conseils municipaux, enfin des libérations des différents conseils municipaux pour voir l'évolution de la façon dont sont considérées les îles de loisirs dans le climat et dans l'espace des communes. Nous voici arrivés à 14h05. Très bien, je suis peut-être désolée de vous interrompre. Loïc, tu me confirmes? Oui, oui, je confirme, oui, parce que... Oui. Et donc, Désolée, le temps effectivement est terminé, mais je veux vraiment remercier d'abord Marion, donc, qui, par cette présentation, nous a illustré un sujet vraiment très intéressant et qui soulève plein d'enjeux, plein de sujets, plein de questions intéressantes. Donc, nous le voyons bien et qui vont bien se prolonger au-delà de ces brefs échanges. Merci beaucoup à Nassima et merci aussi à Gwendal qui nous ont permis de soulever ces premières questions. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous rappelle que la séance est enregistrée et qu'elle sera aussi présente ces prochains jours, donc elle sera publiée dans le site internet du LABEX et je vous invite à la retrouver là-dedans. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation à vous tous et à la prochaine. Roberta, oui. Oh, pardon. Si des personnes autour de la visio avaient des questions et étaient frustrées, je les invite à se rapprocher du groupe et de Marion. Absolument. Oui, Marion avait indiqué effectivement son adresse mail et donc, via les sites du LABEX. Tu peux la remettre, Marion, dans le chat. Oui, vous pourrez mettre peut-être à l'écran. Et évidemment, on est aussi très ouvert à l'idée d'intégrer des personnes intéressées par ces thématiques au groupe. Alors moi, je voulais juste dire que on se retrouve en fait dans une quinzaine de jours pour le 6e déjeuner jeunes chercheurs, jeunes chercheuses du LABEX Futur Urbain. Ça sera un jeune chercheur, le premier, puisque les 5 premiers étaient des femmes. Donc, il aura lieu le jeudi 3 juin à 13h. Et ce sera donc Tristan Martin du groupe Ville et Métabolisme Urbain. Et Paul Le Sieur, qui est ici présent, fera le discutant. Voilà, merci à tous et à toutes de votre présence. Bon après-midi, bonne suite de journée. Et puis à très vite. À la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.